Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h dont voici les titres. Retour sur la longue journée d'attente des journalistes au siège du Conseil constitutionnel. Les reporters ont attendu jusque tard dans la soirée d'hier pour connaître enfin les candidats à la magistrature suprême. Une liste provisoire de 14 candidats a été publiée. En Syrie, les violences s'accentuent rien que pour la journée d'hier. Une 60aine de morts a été dénombrée. Et puis, à quelques jours du Gamou, la rédaction du journal télévisé vous propose les portraits de Maodo et de Baignas, entre autres reportages. Tout d'abord, proclamation de la liste des candidats à la présidentielle de 2012. Une longue journée d'attente qui a pris fin tard dans la journée d'hier. Une journée intense pour les journalistes à la quête de l'information du jour. Et c'est passé dans une faim de loup et une forte pression chez les journalistes et reporters. Parmi eux, Maman Moussagna. Dans le quartier résidentiel des Almadies, en ce jour spécial pour les habitants de ce quartier paisible de Dakar, la rue qui mène au Conseil constitutionnel reçoit des hôtes bien particuliers. Les journalistes des différents organes de presse basés à Dakar, des hommes et des femmes à la quête de l'information du jour, celle qui est la plus attendue, la proclamation de la liste officielle des candidats à la présidentielle 2012. Les heures passent, la publication de la liste tarde à se faire. Des reporters commencent à se lasser, tandis que d'autres dévisent tranquillement, certainement pour tromper leur faim. Il est 14h. 16h, les journalistes ne tiennent plus. Sandwich, pizza, hamburger, biscuits viennent à la rescousse. C'est le moment pour vaincre la faim. 17h, première alerte. Les journalistes se regroupent encore devant le portail du Conseil constitutionnel. Une fausse alerte. Il est 21h15, cette fois-ci c'est la bonne. Et c'est la grande bousculade pour avoir des scoops. Les gendarmes imposent à la presse une queue. D'abord les caméramans, ensuite les reporters, et c'est parti pour les commentaires en direct. Télévision et radio se disputent la primeur. Et voilà, 14 candidats sont retenus provisoirement par le Conseil constitutionnel. Moustapha Niasse, Macky Sall, Idrissa Seck, Abdoulaye Wade, Mordien, Cheikh Tidiane Gadio, Cheikh Abiboulaye Dièye, Doudou Ndoye, Djibril Ngom, Ibrahima Fall, Ousmane Tanor Dieng, Djouma Diakhaté, Oumar Kassimoudia, Amsatou Sow, Sidibé. Déclarés irrecevables, les candidats Youssou Ndour, Keba Kende et Abdourahmane Sarr. Les 5 sages reprochent à ces candidats d'avoir inscrit dans leur dossier des électeurs non identifiés. Toutefois, ils peuvent introduire des recours conformément à la loi. La liste définitive des candidats sera publiée au plus tard ce dimanche après examen de ces recours. Les stations régionales de la RTS de Kaolack et Fatick saccagées, c'était hier juste après la proclamation par le Conseil constitutionnel de la liste des candidats pour l'élection présidentielle du 26 février 2012. Une situation que déplore le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal. Voici Diatou Sissé Badiane, secrétaire général, au micro de Moussa Mané. Tristesse, une réaction aussi d'indignation. Nous pensons que effectivement mettre la presse en danger, c'est quelque part contribuer à mettre aussi la démocratie en péril. Nous sommes d'autant indignés par les saccages de la RTS Kaolack et RTS Fatick. Je voudrais ici témoigner en tant que journaliste professionnel qui croit profondément en ce métier, en tant qu'agent de la RTS aussi, parce que je suis un élément de la télévision nationale, et enfin en tant que secrétaire général du SYNPICS, témoigner franchement en toute sincérité, en âme et conscience du professionnalisme des journalistes de la radio nationale sénégalaise. Je pense que cet acte, j'ose espérer que c'est un acte malheureux, un dérapage incontrôlé qui ne se reproduira plus. Et j'en profite pour demander au ministre de l'Intérieur de prendre les mesures idoines pour que toutes les entreprises de presse soient sécurisées en ce moment, comme nous le demandons dans un spot qui est actuellement en train de passer
sur les ondes nationales. Je voudrais également insister sur le fait que la RTS, quoi qu'on puisse dire, contribue à solidifier le ciment national qui nous lie en tant que Sénégalais. C'est un patrimoine national. C'est sur la radio nationale que vous allez entendre une émission en Diola, une émission en Mandeng, une émission en Serer, une émission en Bidik. Et ça, c'est important du point de vue de notre identité nationale. J'en appelle à la sagesse de tout le monde, des acteurs politiques, des jeunes, de tout le monde, pour qu'on puisse quand même préserver ce bien. Nous sommes en démocratie. Si les gens ne sont pas d'accord avec l'orientation globale de la RTS, la solution, c'est pas de casser un patrimoine national. Il n'y a pas un pouvoir qui peut venir ici sans avoir besoin de stations régionales. Il faut donc les préserver, il faut donc en prendre soin. Encore une fois, je voudrais témoigner en tant que consoeur ma profonde sympathie, ma profonde solidarité aux agents de la RTS Kaolack, RTS Fatick, au directeur général qu'on a embêté il n'y a pas longtemps justement pour qu'on puisse redorer le blason de la station régionale en tant qu'élément du patrimoine national qu'il faut préserver. D'ores et déjà, nous avons décidé, nous, en tant que bureau exécutif national du SYNPICS, de faire demain une mission à Kaolack pour nous rendre compte de vues et des dégâts causés, pour évaluer l'état de traumatisme aussi de nos confrères, qu'ils soient du personnel technique, de la rédaction ou du personnel administratif. Nous allons leur apporter la solidarité de toute la profession, parce qu'au-delà d'appartenir à des organes, notre dénominateur commun, nous journalistes et techniciens, reste la pratique de ce métier de journaliste à laquelle nous tenons tant. La secrétaire générale du SYNPICS section RTS a également réagi après le saccage des stations régionales de la RTS. Nous écoutons Denise de Carvalho. Nous sommes là aujourd'hui en notre qualité de syndicaliste pour lancer un appel à la population compte tenu des événements qui se sont produits suite à la décision du Conseil constitutionnel. Un syndicaliste ne saurait tolérer que l'on attaque son instrument de travail, son outil de travail et même à la rigueur ses agents. Par conséquent, nous lançons encore un appel vibrant à toute la population en leur disant que la RTS leur appartient. La RTS est un bien commun. La RTS est là pour une mission de service public. La violence ne règle rien. Surtout à la jeunesse sénégalaise. On leur demande de préserver la RTS qui leur appartient. Nous venons de suivre Denise de Carvalho, secrétaire générale CNPS, section RTS. L'opposition dit non à la validation de la candidature de Maître Abdoulaye Wade. La nouvelle est tombée hier. Les membres du M23 ont manifesté leur désaccord. Ils ont organisé une rencontre aujourd'hui à Dakar pour le faire savoir. Compte rendu, Claire Diop. Devant une porte fermée, des journalistes attendent. Une longue attente et finalement une autorisation d'entrée pour la presse. Dans la salle, tous les leaders du M23. Au lendemain de la validation de la candidature de Abdoulaye Wade à l'élection présidentielle de 2012 par le Conseil constitutionnel, il était question pour les membres du M23 d'exprimer leur désaccord. La déclaration que vous avez reçue dit très clairement ce que nous allons faire. Notre plateforme du M23 est assez claire. C'est justement dans l'axe de cette plateforme que nous avons retenu cette déclaration. C'est-à-dire que nous n'acceptons pas la candidature d'Abdoulaye Wade. Face à une telle situation, une feuille de route sera définie par les membres du M23 dans les prochains jours, après concertation des leaders. Les stratégies vont être déclinées
dans les jours qui viennent. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est la détermination et la volonté exprimée du M23 de poursuivre la lutte. Après la réunion, les membres du M23 ont fait une halte à la direction des investigations criminelles pour s'enquérir de la situation de Alioune Tine. Et puis la lecture de ce communiqué qui nous vient du ministère de l'Intérieur. Le 27 janvier 2012, à partir de 9h, une partie de la classe politique et de la société civile regroupée au sein du mouvement dénommé M23 a organisé un rassemblement à la place de l'obélisque de Dakar. Au cours de ce rassemblement, contrairement à l'accord convenu entre les leaders de l'opposition et les services de sécurité de respecter strictement le caractère pacifique de la manifestation, des appels à se diriger vers le palais de la République ont été lancés et mis en exécution aussitôt après la publication de l'arrêt du Conseil constitutionnel établissant la liste des candidats à l'élection présidentielle du 26 février 2012. C'est ainsi que des individus ont attaqué à l'aide de projectiles le service d'ordre déployé depuis la matinée sur les lieux pour sécuriser la manifestation. Conformément à la loi, les représentants de la force publique sont intervenus pour rétablir l'ordre et assurer la protection des personnes et des biens. Dans le repli, les manifestants ont érigé des barricades sur la voie publique, occasionné des incendies et dégradation des biens publics et privés. Poursuivant l'omission, des éléments du groupement mobile d'intervention ont été pris à partie par des manifestants à l'angle des rues 45 et 40 à Colobane. L'un d'entre eux, l'auxiliaire de police Fodé Ndiaye, a été grièvement blessé à la tête par un jet de briques et a succombé peu de temps après. Une enquête est ouverte par les services compétents en vue d'identifier les auteurs et complices de ce crime odieux. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, tient à réaffirmer la détermination des forces de sécurité à maintenir l'ordre public, à protéger les personnes et les biens et préserver la paix et la tranquillité publique dans le respect des lois en vigueur. Communiqué signé par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Maître Ousmane Gom. Par ailleurs, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le directeur général de la police nationale, le directeur du groupement mobile d'intervention, les directeurs et chefs de service de la police font part de la levée du corps ce dimanche 29 janvier 2012 à 10h à la morgue de l'hôpital principal de Dakar du policier auxiliaire Fodé Ndiaye, précédemment en service au groupement mobile d'intervention, décédé le vendredi 27 janvier 2012 à Dakar à la suite des manifestations consécutives au rassemblement du M23 à la place de l'obélisque, communiqué fait par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Maître Ousmane Gom. Le chef de mission d'observation électorale de l'Union européenne était en visite à la radio-télévision sénégalaise. Keith Berman a échangé avec le directeur général Babacar Diagne sur le contenu de sa mission en vue de la prochaine élection présidentielle du 26 février 2012, une visite qui intervient au lendemain de la publication par le Conseil constitutionnel de la liste des candidats retenus pour la course à la magistrature suprême. Et puis, ce communiqué, l'ambassadeur des États-Unis appelle tous les Sénégalais à respecter la décision du Conseil constitutionnel après la publication de la liste des candidats à la présidentielle de février 2012. Les États-Unis ont suivi de près le débat politique autour de ce sujet. Au cours de ces derniers mois, le Sénégal a longuement été un précieux modèle de stabilité dans la région et ses traditions démocratiques ont été parmi les plus fortes en Afrique, souligne la représentation diplomatique dans un communiqué reçu à l'APS.
L'ambassade encourage tous les partis politiques et les citoyens sénégalais à participer pacifiquement au processus politique et à veiller à ce que la prochaine élection présidentielle soit libre, juste, transparente et reflète la volonté du peuple. La délégation locale de l'Union européenne suit avec attention le déroulement du processus électoral et a pris acte de la publication par le Conseil constitutionnel de la liste des candidats au scrutin présidentiel, apprend-on de la même source. L'Union européenne invite donc tous les candidats contestant le bien fondé de cette décision à user des voies de recours prévues par la loi électorale et appelle toutes les forces politiques à éviter toute décision et acte de violence de nature à nuire à l'exercice du droit de vote des citoyens sénégalais dans le respect des échéances prévues et à maintenir un climat de paix. Dans un communiqué transmis à l'APS, l'Union européenne souligne la nécessité absolue que le scrutin reflète la volonté du peuple sénégalais. Les observateurs électoraux de la diaspora africaine en Europe suivent de très près la situation politique au Sénégal. Cette mission conjointe appelle au respect des valeurs républicaines pour une bonne tenue des élections dans notre pays. Aïssatou Traoré. Présent depuis le 10 janvier 2012 à Dakar, la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de l'Observatoire de la société civile de l'espace CEDEAO tient à contribuer à la stabilité politique et la paix sociale au Sénégal. Nous venons exhorter les Sénégalais à sauvegarder l'intérêt supérieur de leur pays. Le Sénégal, qui est un exemple de démocratie en Afrique. Il faut préserver ce patrimoine qu'ils ont acquis depuis des années déjà, une culture. Ils sont un peuple paisible. Les Sénégalais iront aux urnes le 26 février. En amont, la mission de la diaspora lance un message pour le respect de la décision du Conseil constitutionnel. Nous demandons aussi à tous les Sénégalais, Sénégalaises, de faire confiance au ministre chargé des élections qui pourra organiser une élection crédible, transparente. Une fois que le Conseil constitutionnel se prononce, que tous les Sénégalais se soumettent à ça. Des élections présidentielles dans la paix et le respect des valeurs républicaines, c'est le souhait des Africains de la diaspora vivant en Europe et même ailleurs. La réponse dépend en partie de l'implication des élus locaux, soit Sénégal et l'Alliance nationale contre le sida ont convié plusieurs d'entre eux à Thiès pour un renforcement de capacité. Il s'agissait de les amener à adopter des changements pouvant conduire les porteurs du VIH vers une plus grande autonomie économique. Après les parlementaires, c'est au tour des élus locaux de mieux se familiariser avec le leadership transformationnel orienté vers l'autonomisation des femmes vivant avec le sida. Nous sommes réunis ici à Thiès pour organiser notre session de renforcement de capacité des élus locaux sur le leadership transformationnel axé sur l'autonomisation économique et politique des femmes vivant avec le VIH. Cette initiative commune de SOA Sénégal et de l'Alliance nationale contre le sida cible les élus locaux. Il est attendu d'eux des transformations à tout point de vue pour favoriser l'autonomisation politique et économique des femmes infectées. Lorsque nous disons autonomisation politique, c'est pour permettre aux personnes vivant avec le VIH, mais également à ces élus locaux d'avoir les connaissances, mais surtout d'avoir le réflexe de pouvoir adresser ces questions importantes. Et cela permettrait aux femmes vivant avec le VIH de pouvoir prendre des décisions dans les instances qui gouvernent la réponse au VIH. Vulnérables, les femmes supportent plus le fardeau du sida et la précarité économique. Les élus locaux peuvent aider à améliorer leurs conditions. Elles sont laissées en rade, mais c'est surtout par rapport à elles, parce qu'elles se cachent, elles ne veulent pas se faire voir. Donc on va essayer d'intégrer dans les prochains budgets un appui pour qu'elles puissent être autonomes financièrement
Les principaux organisateurs et leurs partenaires, Aboya et Carlen, veulent ainsi enclencher un processus de transformation individuelle, institutionnelle et communautaire au niveau de chaque participant au profit des femmes vivant avec le VIH. Le programme de microfinance du Fonds pour l'environnement mondial a injecté une somme de 37 milliards de nos francs dans les villages de Tchalan et de Nangan Sambou, dans les îles du Saloum. Ce financement a pour objectif d'accompagner ces deux localités dans le reboisement de la mangrove. Un espace de 24 hectares est déjà reboisé, nous dit Damsila. Nous sommes dans les îles du Saloum, précisément à Tchalan, un village de la communauté rurale de Bassoul, arrondissement de Niodior. Ici, la pêche est la principale activité. Cependant, une baisse de la production halieutique est notée ces dernières années dans cette zone, tout comme dans le village d'Ndangan Sambou. L'exploitation abusive de la mangrove et la baisse des précipitations qui augmentent la salinité des eaux sont les principaux facteurs. Pour permettre au milieu de retrouver son lustre d'antan, le programme de financement du Fonds pour l'environnement mondial a dégagé une enveloppe de 37 millions pour financer les deux villages dans le projet de reboisement de la mangrove. Le Fonds pour l'environnement mondial est présent dans la réserve biosphérique Delta du Saloum depuis plus de 10 ans et nous avons une cinquantaine de projets comme ça, éparpillés un peu dans les différentes localités, aussi bien dans la communauté rurale de Fimela, de Palmarin, de Niodior, Dionewar, Toubacouta, et nous avons beaucoup d'initiatives qui ont participé à renforcer la biodiversité autour donc de l'écosystème mangrove. Au début, l'objectif était de reboiser 8 hectares dans chaque village. Aujourd'hui, ils sont à 12 hectares dans chaque localité. Une satisfaction pour le bailleur. Actuellement, on a constaté qu'ils ont même dépassé l'objectif qui a été visé parce qu'ils ont fait 12 hectares, alors que 8 était l'indicateur de départ. Ils ont également reboisé 5000 avis saignants, alors qu'au départ c'était 3000. Donc, nous avons un motif de satisfaction qui fait que donc, nous pensons que c'est un projet exemplaire. Ce projet est bien accueilli par ces femmes à qui il est destiné. Elles sont toutes satisfaites du financement. Et on vit de la mer, il n'y a plus de poissons. Et voilà quoi. Donc je pense que ça va apporter, les poissons vont revenir, les coques, les huîtres, tout ce qui est dans la mer. Dans le cadre de ce projet de reboisement de la mangrove, le Microfem appuie également les femmes dans le domaine du microcrédit. Un financement de 4 millions est attribué aux GIE des deux villages pour les aider dans leurs activités génératrices de revenus. Rio plus 20 se profile à l'horizon, un événement majeur pour un engagement politique en faveur du développement durable. Le Sénégal y prendra part, mais en attendant, la Commission nationale du développement durable convoque ses membres. Le bilan des activités de l'année 2011, les projections pour 2012 et le nouveau cadre institutionnel ont été au cœur des discussions. Fatou Diouf. Un développement durable qui inclut la protection de l'environnement, le développement social et économique, c'est la mission de la CNDD, Commission nationale du développement durable. Depuis sa création en 1995, la structure peine à mener à bien sa vocation, faute de moyens. Conséquence, pas de stratégie nationale sur le développement durable. La tutelle compte y remédier. La Commission nationale de développement durable a toujours répondu au rendez-vous. Parce qu'au niveau international, il y a la Commission du développement durable des Nations Unies qui est mise en place et dont l'objectif est de faire le suivi de la mise en œuvre du développement durable au niveau international. La Commission a tant bien que mal réussi à chaque fois que rendez-vous important en matière de développement durable se prépare et se tient, de préparer les rapports de notre pays et de les soumettre. L'économie verte sera au cœur des discussions lors de cette conférence onusienne. Le renforcement des capacités de la délégation sénégalaise est primordial. Étant mieux outillés, ces experts pourront exprimer la vision du Sénégal sur la problématique du développement durable. La Commission a toujours organisé des réunions de renforcement de capacités pour permettre aux experts qui participent à ces activités d'être à jour par rapport au concept, par rapport au paradigme. Rio plus 20 se tiendra au Brésil du 20 au 22 juin 2012. La Commission nationale s'engage à renforcer son cadre institutionnel, ce pour disposer des moyens en vue d'élaborer la stratégie nationale du développement durable d'ici mars 2012. En
En Syrie, les violences se poursuivent. Hier, une 60aine de morts a été dénombrée. Les pays s'installent de plus en plus dans l'insécurité. Dernières images reçues des observateurs de la Ligue arabe en action, ou plutôt ce qu'il en restait. Portant le gilet orange, c'est en frères qu'ils étaient accueillis par les autorités syriennes, comme ici, dans un hôpital, mais le plus souvent pour ne rien voir. Ce jeudi, alors qu'ils prenaient le thé, il y a eu 75 morts dans le pays. Jamais leur présence n'aura ralenti la recrudescence de la violence, au point d'être interpellés vivement par les civils dans les rues. À leur arrivée le 26 décembre dernier, les observateurs étaient 125. Puis dès le début janvier, les Émiratis, les Algériens et les Saoudiens s'étaient retirés de ce qu'ils appelaient une mascarade. Car la réalité est que la Syrie s'enfonce chaque jour un peu plus dans la guerre civile. Sans doute la semaine noire qu'a vécu le pays, faisant plusieurs centaines de victimes civiles, 56 personnes pour la seule journée d'hier, dont l'assassinat d'enfants sunnites à Homs, auront provoqué cette décision. Ce midi au Caire, siège de la Ligue, son secrétaire général, l'Égyptien Nabil Al-Arabi, et son président, le très influent Premier ministre du Qatar, Cheikh Hamad Ben Jassen, ont donc suspendu cette mission impossible, tant, je cite, en raison du danger que l'incapacité de la mener à bien. Ces deux hommes seront à New York dès demain. Mardi, ils livreront leur rapport devant le Conseil de sécurité à qui sera soumise la première résolution sur la Syrie. Seulement voilà. À Moscou, mercredi, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a redit son hostilité à toute sanction contre le régime syrien ou son président. Chez nous, le chef de l'État était cet après-midi au CICES. Maître Abdoulaye Wade prenait part à la journée culturelle de Serigne Mamoun Mbaké, premier calife de Serigne Mam Cheikh Anta Mbaké Borom Gawane. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités religieuses et du gouvernement. Reportage signé Khalisek. Ici, au CICES, l'œuvre de Serigne Modou Mamoun Mbaké a été sublimée et sa dimension religieuse offerte un modèle de droiture. Serigne Modou Mamoun Mbaké, premier calife de Mam Cheikh Anta Borom Gawane, une forte personnalité et dignitaire mouride dont l'œuvre a transcendé nos frontières, entretenait avec Maître Abdoulaye Wade des relations particulières. Serigne Cheikh Bara Matiley, représentant du Khalife général des Mourides, livrant le message de Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbaké, a particulièrement insisté sur les rapports étroits et intimes que le fondateur du mouridisme entretenait avec Mam Cheikh Anta Borom Gawane, sans oublier de mettre en exergue le travail inlassable de Serigne Modou Mamoun Mbaké. Le représentant du Khalife général des Mourides a, dans une autre articulation de son adresse, rappelé les instructions du Khalife. Le Khalife demande aux talibés de se conformer aux valeurs qui vertèbrent la voie tracée par Cheikhoul Khadim, à savoir le travail, le respect des principes de l'islam, la dévotion, être aussi exclusivement au service de Dieu. Soyez des militants de la paix, de la concorde, de la cohésion, du respect de l'autre et évitez toute manifestation visant à saper la cohésion et la paix, a martelé Serigne Cheikh Bara Matiley. Serigne Fallou Gallas Mbaké, initiateur de cette journée, a rappelé les excellentes relations que Maître Abdoulaye Wade entretenait avec Serigne Modou Mamoun Mbaké et remercié particulièrement Maître Abdoulaye Wade pour ce déplacement. C'est une grande marque d'attention que nous apprécions à sa juste valeur, a ajouté le marabout, avant de faire un appel pressant pour la sérénité, la quiétude et le calme. Dans son adresse, Maître Abdoulaye Wade a de prime abord félicité Serigne Gallas Mbaké pour cette excellente initiative, opportunité qui lui a permis de revenir sur l'étroitesse de ses relations avec Serigne Modou Mamoun Mbaké. Comment suis-je entré dans le mouridisme? Question qu'a semblé poser Maître Abdoulaye Wade avant de répondre que c'est Darussalam où je trouvais Serigne Modou Mamoun Mbaké qui est mon point d'entrée à Touba. Après Darussalam chez Serigne Modou Mamoun Mbaké, je continuais sur Touba pour effectuer une ziara auprès de Serigne Mohamedoul Fadel Mbaké. Et les discussions que j'avais avec Serigne Modou Mamoun Mbaké ont été une documentation immensément importante dans la rédaction de mon livre intitulé La doctrine économique du mouridisme.
Après cette précision, le chef de l'État a exprimé sa vive gratitude au Khalife général des Mourides pour cet appel lancé et ses instructions données aux talibés pour que la paix règne dans ce pays. Maître Abdoulaye Wade a aussi rappelé son option pour la paix et réitéré sa ferme volonté de faire respecter les institutions et invité au respect de la loi. À l'occasion de cette cérémonie, il y a eu un récital de Coran, mais aussi beaucoup de prières formulées. Le président de la République a reçu cet après-midi une délégation du collectif des jeunes chefs religieux. Serigne Modou Boussodjen, qui a dirigé cette délégation, s'est confié à Khalisek. Nous avons été reçus par le chef de l'État et on a évoqué plusieurs sujets, surtout celui concernant l'actualité politico-religieuse. Et comme vous le connaissez, en tant que gardien de la Constitution et le premier serviteur de la démocratie, le président nous a demandé notre avis, c'est assez plus haut. Et de notre côté, nous avons mis en évidence la connaissance que nous avons du Coran et de l'islam. Mais j'avoue que nous avons trouvé un président qui est strictement religieux, un président ouvert, patriote, qui nous a beaucoup appris aujourd'hui. Et je pense que le Sénégal, l'État du Sénégal d'aujourd'hui, il est normal que tout le monde se regroupe pour aider le président, mais aussi aider le Sénégal. Parce que le Sénégal, comme dit l'adage Olof, Ben Bopla Ken Monuko Kharniar. C'est ça qui était l'objet de notre visite. Nous sommes très satisfaits de l'avoir vu, mais aussi nous avons quand même beaucoup appris par rapport aux quelques enseignements qu'il nous a donnés. Et Inch'Allah, le collectif des jeunes chefs religieux du Sénégal va travailler, Inch'Allah, sur ce point. Le Khalife de Serigne Abdoulaye Fall était hier chez le chef de l'État. Une visite de courtoisie qui a été mise à profit par le chef de l'État et son hôte pour revisiter les excellentes relations entre Maître Abdoulaye Wade et Serigne Abdoulaye Fall Khalisek. Serigne Modou Abdoulaye Fall est le Khalife de Serigne Abdoulaye Fall Ndar. Serigne Modou Abdoulaye Fall, à la tête d'une très forte délégation, a rendu ce vendredi une visite de courtoisie et d'amitié à Maître Abdoulaye Wade. Une délégation composée de membres de la famille du Marabout, de cheikhs et de disciples. Dans son allocution, Serigne Modou Abdoulaye Fall a rappelé les historiques et symboliques relations que Maître Abdoulaye Wade entretenait avec son père Serigne Abdoulaye Fall Ndar. Ce sont des rapports cordiaux et particuliers que je suis venu perpétuer avec cette très forte délégation qui m'accompagne, a fait savoir le marabout Serigne Modou Abdoulaye Fall, qui compte porter maintenant ses relations à un niveau jamais égalé. Le président de la République a dans sa réponse délivré un message de gratitude et de reconnaissance avant de se pencher sur ses historiques relations avec Serigne Abdoulaye Fall Ndar. J'ai à plusieurs reprises trouvé Serigne Abdoulaye Fall Ndar à Mbacké et à Touba lors des travaux de la construction de la grande mosquée de Touba. Maître Abdoulaye Wade a aussi ouvert une large fenêtre sur la doctrine du mouridisme, que le chef de l'État considère comme la clé du développement. Le président de la République a pour finir invité le marabout et sa famille à s'impliquer pleinement dans la Goana. Cette expérience qui a fini de faire ses preuves martèle Maître Abdoulaye Wade. À la fin de cette rencontre, des prières ont été formulées pour un Sénégal de paix et de quiétude. La caravane, dirigée par Cheikh Ibrahim Mamounias, œuvre pour la sauvegarde de la paix dans notre pays. Diourbel et Touba ont reçu le sénateur et sa délégation. Baye Mamounias a rencontré à Touba le khalife général Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké et son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre Awa Ndiaye. Diourbel aura été une étape très importante pour la caravane de la paix. Depuis plusieurs jours, elle poursuit son bonhomme de chemin. Le sénateur Cheikh Ibrahim Mamounias œuvre pour l'union des religions. Il s'est rendu chez El Hadj Mamadou Gadiaga qui a eu d'excellentes relations avec son père Serigne Mamounias. Le centre hospitalier régional Henrik Lübke de Diourbel a été une étape de ses visites.
Il compte appuyer le personnel pour une meilleure prise en charge des patients. Cet hôpital régional de niveau 2 emploie plus de 200 salariés. Toutes les spécialités en médecine sont disponibles. La famille de Khadimou Rassoul a également reçu Cheikh Ibrahima Mamounias. Le Khalif général Serigne Cheikh Matiley s'est félicité de cette rencontre qui représente la fraternité musulmane. Le porte-parole du Khalif, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, a également félicité son frère, Cheikh Ibrahima Mamounias, qui a eu cette initiative. La caravane de la paix veut favoriser la solidarité, le développement, la prospérité. Suite aux événements d'hier, Sorna Bintou Mbacké lance un appel à la retenue et au calme. Elle appelle le peuple sénégalais et la classe politique dans son ensemble à s'engager dans la voie de la paix. Ce message a été lu par son fils que nous écoutons. Sorna Bintou déclare ici et maintenant, solennellement, lance un appel solennel à toute la communauté musulmane, à toute la Oumma, à toute la communauté, à tous les Sénégalais d'ici et d'ailleurs, un appel à la paix. Parce que tout ce qu'on puisse avoir dans ce monde et l'au-delà, on ne peut pas l'avoir sans la paix. La violence, la déstabilisation, nul ne peut échapper à ces facteurs. Elle déclare la non-violence, elle déclare l'union des cœurs, elle déclare la paix pour tous les musulmans, la paix pour tous les Sénégalais. Elle disait que les élections présidentielles, on va vers des élections présidentielles et on ne sait pas. Mais seule la paix, la non-violence, la paix des cœurs peut résoudre tous les problèmes, tous les maux de notre pays, le Sénégal. Un appel à la paix lancé par Sorna Bintou Mbacké. Partenariat entre le Nord et le Sud, la ville de Cergy en France s'engage à accompagner la ville de Thiès dans le domaine de l'informatique. Objectif, former les jeunes pour lutter contre la pauvreté, mais aussi leur permettre d'acquérir une nouvelle expérience dans l'éthique. Jules Diop. Nos stagiaires ont commencé à prendre un boîtier ATX. Ils ont mis une carte mère gigabit. C'est après une formation de 21 jours qu'ils ont acquis cette expérience. Une expérience qui permettra aux jeunes de pouvoir s'insérer dans le milieu de l'emploi. Une formation hautement appréciée par les bénéficiaires. Et quand je suis venue du Mali, j'ai été faire un stage d'une semaine. Là, ils m'ont appelé pour faire la formation coopération Cergy-Thiès. Aujourd'hui, c'est en mesure d'aider les jeunes qui n'ont pas eu la chance de faire cette formation-là, de les donner le b.a.-ba de la maintenance. Ce partenariat permet aux jeunes Thiessois et Cergy-sois confrontés à l'exclusion du marché du travail d'acquérir des compétences, notamment sur le plan technique, de la maintenance et de l'informatique. Ça leur a permis d'avoir les bases du métier de maintenancier. Ils ont travaillé après, pendant 3 semaines, sur le chantier, ce qu'on appelle dit d'application. Pendant 3 semaines, ils sont mis en binôme, ils ont partagé leur savoir, partagé leur méthode, et ça a permis d'assembler, durant cette formation et ce chantier, d'assembler 10 ordinateurs. Avant cette période d'atelier pratique, ils ont formé les jeunes en termes théoriques et peut-être pratiques sur des périodes allant de 0 à 6 mois au niveau de Cergy et de 0 à 3 mois au niveau de la ville de Thiès. Et que la finalité, c'est de voir comment est-ce qu'on peut nous aussi apporter notre contribution par le canal de la coopération décentralisée à cette volonté des politiques, que ce soit nationale comme au niveau local, à trouver des solutions au chômage des jeunes. Au-delà de cette expérience, d'autres formations sont prévues par la coopération entre Thiès et la ville de Cergy. L'objectif est surtout de lutter contre le chômage des jeunes. Vous pourrez suivre après ce journal une importante déclaration du Khalif général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, lue par son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre. Pour promouvoir les entrepreneurs handicapés, la CBAO vient de nouer un partenariat avec eux. 1200 articles produits par les handicapés vont être livrés à l'institution financière. Ils seront distribués à l'ensemble du personnel de la banque en guise de cadeau de fin d'année. Tchorodia.
Un partenariat gagnant-gagnant est noué entre la CBAO et certaines entreprises dirigées par des handicapés. Ce marché a été octroyé à ces entreprises grâce à un appel d'offres. Nous avons prouvé à tous ceux qui veulent nous entendre que ces GIE sont capables de résister à la compétition au niveau du marché. Et par conséquent, nous avons aujourd'hui montré que ce sont des producteurs d'articles qui sont tout à fait accessibles aux critères prix-qualité, et par conséquent ce sont des GIE qui peuvent évoluer dans le temps pour aller vers des entreprises tout à fait normales. Pour les entrepreneurs, cette action sociale initiée par la CBAO doit donner l'exemple aux autres institutions. Cet accord de partenariat participe à la lutte contre la mendicité. C'est une nouvelle génération de personnes handicapées qui ont envie de montrer aux Sénégalais que le handicap, ce n'est rien du tout. Ce qui compte, c'est ce que nous pouvons faire, ce qui est en nous de positif, de digne. Parce que c'est pas cette image négative qu'on voit souvent dans les handicapés en train de tendre la main. Pour ces chefs d'entreprise, ces genres d'actions doivent être promus pour une insertion des personnes handicapées dans la société active. Par ailleurs, il invite les autorités étatiques et les entreprises privées à collaborer avec les GIE et autres associations des handicapés. Grand Formant 270 s'intéresse à l'élevage de la race Ndama dans la partie sud du pays, la gestion durable du bétail ruminant endémique, une préoccupation majeure de l'État du Sénégal dans le cadre d'un projet régional de développement de l'élevage du bétail tripano-tolérant. Le projet B a mis en place un système de sélection bovine à noyau ouvert, une démarche particulièrement qui place les éleveurs au cœur du chemin. Grand Formant signé Ibrahima Diallo. Dans cette zone de pâturage à Ouassadou évolue cette race animale particulière, le Ndama. Ce bétail ruminant endémique trypanotolérant est seul capable de résister à la maladie des mouches qui sévit au sud et sud-est du Sénégal. Cependant, du fait de la pression démographique, du changement des caractéristiques climatiques et surtout de l'action de l'homme, cette race trypanotolérante est de plus en plus menacée. Dans le souci de préserver cette race et son habitat naturel, l'État du Sénégal, dans le cadre d'un projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique, a développé un important programme d'amélioration génétique. Le projet pour préserver ce bétail-là essaie non seulement de s'occuper des questions purement liées à l'animal, mais aussi à la gestion des ressources naturelles. Parce que c'est deux aspects qui sont indissociables. Pour relancer cette activité, le projet B, en partenariat avec le Centre de recherche géotechnique de Kolda, a développé un système de sélection à noyau ouvert, un schéma de repeuplement structuré en 3 pôles. Le premier pôle, c'est ce qu'on appelle le troupeau de sélection. Et ce troupeau de sélection est élevé ici au niveau du Centre de recherche géotechnique de Kolda. Le deuxième pôle, c'est les troupeaux de multiplication qui sont situés actuellement au niveau des 3 sites du projet, qui sont Ouassadou, Tengori et Bandafassi. Et le troisième pôle, enfin, accueille ces animaux multipliés au niveau de ces sites, donc des troupeaux multiplicateurs, pour pouvoir assurer la diffusion du progrès génétique. On a adopté une nouvelle démarche, suffisamment d'échanges entre les différents acteurs. Et c'est ce que nous avons pu développer à travers une méthode de démarche dite participative. L'introduction du géniteur issu du CRZ de Kolda dans ce troupeau multiplicateur à Sarifouta a eu un impact considérable dans le vécu de cet agro-éleveur, un modèle dans ces villages. C'est le seul géniteur dans ce troupeau, j'ai castré tous les mâles. Cela me permet d'obtenir d'ici à l'année prochaine une amélioration génétique de mon cheptel. Nous faisons le suivi pour voir est-ce que ces animaux qu'on a livrés dans le milieu réel se comportent bien dans le milieu réel. Le bétail ruminant endémique inclut les races tripanotolérantes de bovins Ndama, mais aussi de moutons Djalonké et de chèvres naines.
Un cheptel élevé la plupart dans les foyers par les femmes. D'où l'attention particulière que le projet B accorde aux bergeries et chèvreries entretenues par cette couche très vulnérable. Nos chèvres se couchaient par terre, les conditions d'hygiène n'étaient pas du tout réunies. Aujourd'hui, nous avons acquis de bonnes pratiques, ce qui nous a permis d'entretenir le cheptel sans aucune difficulté. L'exécution du programme d'amélioration génétique s'accompagne d'un effort important de formation des bénéficiaires. À cet effet, le projet B a mis en place dans les différents sites un dispositif de suivi et de contrôle régulier des performances des troupeaux concernés. Cela se fait à travers des séances de formation, des séances de sensibilisation et de suivi au niveau du terrain auprès des éleveurs, propriétaires de troupeaux suivis ou de troupeaux multiplicateurs. Le suivi de ces indicateurs nous permet d'apprécier le fonctionnement des troupeaux et même leur résultat au départ du projet, et ça permettra d'apprécier aussi l'impact de l'appui conseil que nous faisons. J'ai reçu une bonne formation sur la gestion du bétail. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai même assuré la formation de 10 éleveurs. Cette année, j'en ai formé 20. La menace la plus sérieuse identifiée par les acteurs à la base est la destruction des habitats forestiers du bétail. Pour une gestion pastorale durable des forêts communautaires, le projet B, en partenariat avec les populations, a entrepris un programme de balisage des pistes à bétail et d'ouverture de pare-feu. Une chose est de préserver les trypanotolérants et leur écosystème, une autre est d'assurer une bonne production, facteur de croissance économique rurale. Nous pensons qu'une fois que cette sélection est faite et ces animaux améliorés, nous pouvons améliorer les productions. Et ces productions, une fois améliorées, pourront être commercialisées dans ces infrastructures d'élevage. L'amélioration de ce bétail, de sa production, contribue aussi à la sécurité alimentaire, à augmenter les revenus des populations et à améliorer donc le bien-être de ces populations. Du point de vue socio-économique, certes rural, ce bétail est possédé par de petits producteurs qui allient agriculture et élevage, mais son amélioration et la conservation de son habitat naturel contribuent grandement à l'atteinte de la sécurité alimentaire dans cette partie du Sénégal. À quelques jours du Maouloud, la rédaction du journal télévisé s'est intéressée à la ville de Tivaouane. Comment, au fil des années, le sanctuaire de la Tidjania est devenu un lieu incontournable. Quel est le rôle de l'héritage laissé par Maodo dans le développement de Tivaouane? Réponse avec Hamidou Diop. Au fil des ans, Tivaouane est passé d'un village Tchedo au sanctuaire de la Tidjania au Sénégal. Cette métamorphose est due à la présence dès 1902 de Seydi Hadji Malick Sy, l'homme qui tout d'abord avait fait une prophétie en disant « Souawan Konomawan ». C'est de cette expression d'ailleurs que le nom Tivaouane est tiré, et depuis cette ville sainte est un foyer où rayonne et se fortifie la religion musulmane. Quand Seydi Hadji Malick est venu par la grâce de Dieu, il a été accueilli par des hommes de foi qui cherchaient à connaître Dieu, or que Seydi Hadji Malick avait la prétention de vouloir montrer Dieu. Vous voyez donc que alors c'était pratiquement deux aspects d'un même idéal. L'implantation de Maodo, ses enseignements et la construction des édifices religieux qu'il a initiés ont fini par faire de cette ville une cité fortement islamique. L'héritage de Maodo est perpétué entre autres par Serigne Babacar Sy, qui s'est chargé de l'expansion de la Tidjania dans tout le Sénégal. Sous son magistère, Tivaouane a acquis une renommée internationale grâce à son statut de rempart et de gardien vigilant de l'héritage de la famille. Serigne Babacar Sy, qui a été vraiment l'homme fédérateur de tout ce que Tivaouane représente sur le plan de la religiosité, sur le plan de la modernité et sur le plan aussi de l'éducation. Aujourd'hui, Tivaouane est une ville religieuse et moderne. Chaque année, ce sont des milliers de fidèles qui s'y rencontrent pour célébrer la naissance du prophète Mohamed. Paix et salut sur lui.
Hamidou Diop, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, modèle de vérité. C'est autour de ce thème que les messages du Mawlud 2012 seront véhiculés. Et si en ont décidé les autorités religieuses de Tivaouane, qui prônent la paix et la solidarité nationale, le comité scientifique du Gamou, sous la direction du porte-parole du Khalife général de Tidiane, déroule son programme pour une meilleure compréhension des enseignements d'El Hadj Malick Sy, initiateur du Mawlud et serviteur infatigable de l'envoyé d'Allah, Malick Sy, ou l'emblème du Mawlud. Voyons ce reportage de Cherfal. Sous le signe de la discipline, de la paix et de l'orthodoxie, conformément aux recommandations de l'Hadj Malick Sy, que Tivaouane entend commémorer le Mawlud 2012. Le Khalife général des Tidianes a réitéré cet appel, son porte-parole a vulgarisé le message. Les fidèles sont attendus dans la ville sainte du tijanisme à bras ouverts. Une organisation qui se maîtrise au fur et à mesure que le jour de la lumière approche. Aujourd'hui, l'ampleur et la dimension du Mawlud se mesurent aux enseignements de Maodo Malick Sy, qui en est l'initiateur. Seydi El Hadj Malick a toute sa vie cherché à mieux connaître le prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, selon la dimension spirituelle, ou je dirais la station spirituelle à laquelle il avait accédé, il était de son devoir de faire connaître le prophète de l'islam, le prophète de l'humanité d'ailleurs, aux musulmans, afin de mieux le suivre. Ainsi, le Mawlud a pris son envol. Tivaouane maintient la flamme de la reconnaissance, d'où l'explication du choix du thème de cette édition. Le prophète Sayyiduna Muhammad, et là nous rentrons de plein pied dans le thème du Mawlud que nous avons, que le Cheikh a bien voulu nous instruire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. C'est-à-dire, vous avez certes en la personne ou dans le personnage du prophète de l'islam un modèle accompli, un modèle parfait. Et donc, un modèle, il existe pour être suivi. Et pour suivre le modèle, il faut le connaître. Alors, Seydi El Hadj Malick a toute sa vie cherché à mieux connaître le prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maodo reste et demeure ainsi l'emblème du Mawlud de Tivaouane, qui a accueilli l'unique fils de Mame Ousmane en 1902. Terre qu'il ne quittera jamais, car il repose ici dans ce cercle de mausolée, devenu un véritable temple du savoir. Le bourde qui illumine la ville sainte de Tivaouane bat son rythme. Cette pratique instaurée par Seydi El Hadj Malick Sy cherche à rapprocher les fidèles de leurs croyances. Ces séances de prière et d'évocation des chapitres du livre de Mohamed Bouchri se déroulent dans les aouïas qui sont pris d'assaut tous les soirs par les talibés en quête de bienfaits. El Hadj Malick Sy et le bourde, ou les enseignements d'une recommandation bien ancrée, c'est un sujet signé Cherfal. Tivaouane, la capitale du tijanisme, est sur la dernière ligne droite de son Mawlud 2012. Premier acte de dévotion qui mène à cette nuit pas comme les autres, l'évocation du bourde. Les avis El Hadj Malick Sy et Seydi Aboubacar Sy bourdonnent au rythme des messages contenus dans l'œuvre de Mohamed Bouchri. Le Khalife général des Tijanes, Mohamed Mansour Sy, n'a pas dérogé au rite. Il a dirigé les séances de bourde. Cette apparition de Borom Dari lance le plein pied du Gamou qui aborde sa 120e édition. Tivaouane est bien resté dans cette tradition instaurée par El Hadj Malick Sy. Parmi les raisons qui ont présidé au choix du bourde,
pour Seydi El Hadji Malick, il y a d'abord la beauté littéraire, il y a une grande volonté d'ouverture d'esprit et d'ouverture intellectuelle. Et Dexio, nous savons que le Bout est l'une des rares œuvres dans laquelle existe ou dans laquelle est intervenu directement le prophète Sayyiduna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Le Mawlud est déjà illuminé par ces séances d'exaltation de l'œuvre de Mohamed Bouchri. Maodo Malick Sy l'avait voulu ainsi. Dès l'apparition du croissant lunaire qui annonce le mois Rabi al-Awal, le Bourd s'installe pour une dizaine de jours. Il en sera ainsi jusqu'à la nuit du 2 février 2012. Les balises du Bourd laisseront alors la place à la lumière de la gloire. Et c'est le samedi 4 février, coïncident avec le 12e jour du mois de l'Hégire, qui est retenu pour se souvenir de la mère des naissances dans la foi et l'adoration. Entre Seydi El Hadji Malick Sy et les Lébou, c'est une longue histoire basée sur le respect et la considération. Sa démarche axée sur la valorisation de l'être humain a porté ses fruits et a suscité chez les Lébou le désir du changement. C'est ainsi que beaucoup d'entre eux ont pris le wird de Tidjane, nous dit Dedeja. À 80 ans, le vieux Ngouda Souaré a une mémoire toujours aussi fraîche. Avec nostalgie, il nous livre les détails de la rencontre entre Lélébou et Seydi Hadji Malick Sy, tels que ses parents lui ont raconté. Entre cette communauté et l'initiateur du Gamou de Tivaouane, c'est une longue histoire basée autour d'un pacte sur l'éthique, la confiance et le respect mutuel. Maodo est arrivé à Dakar après un tour entre Ndiarndé et Saint-Louis, où il avait déjà sympathisé avec les Lébou. À Dakar, certains dignitaires sont venus leur rendre visite. Ils ont discuté autour de la religion. Après plusieurs réflexions, ils ont accepté de signer avec lui un pacte dans lequel coexistent deux parties, une visible et une autre cachée. Un secret entre Seydi Hadji Malick Sy et les Lébou. Dans sa voix hésitante mais imposante, on sent le plaisir de raconter pour que les générations futures puissent s'en imprégner. À l'arrivée de Seydi Hadji Malick Sy à Dakar vers les années 1900, les Lébou avaient déjà embrassé l'islam. Maodo Malick a tissé des liens d'amitié avec la communauté Khadr déjà établie et il a tenté de faire découvrir l'islam pur avec une option centrée d'abord sur la valorisation de l'être humain. À l'époque, certains dignitaires Lébou prenaient de l'alcool et du tabac. Même si la tariqa ne l'acceptait pas, Maodo en a offert à ses hôtes. Mais il n'y a pas touché. Quand ils ont demandé pourquoi, il a tout simplement répondu que c'est interdit par l'islam. Avec cette méthode, le saint homme a gagné la confiance de la communauté et a réussi à susciter en eux le désir du changement. Maodo est venu vraiment avec ce qu'il y avait comme syncrétisme religieux, l'hybridité entre, disons, le paganisme et les trucs culturels et l'islam. Mais par son comportement, il a su les convaincre. Ils ont voulu être comme Seydi Hadji Malick, quelqu'un de très posé. Parce qu'au premier contact, il ne les a pas refoulés. Cheikh El Hadji Malick Sy faisait partie de notre communauté. Il avait l'habitude de vanter les qualités des Lébou, leur noblesse de caractère, leur hospitalité, surtout leur respect de la parole donnée. Beaucoup de ses enfants ont d'ailleurs pris des épouses chez nous. Et l'initiateur du Gamou de Tivaouane a donné le werd de Tidjane à plus d'une quarantaine de dignitaires Lébou à l'époque. Aujourd'hui, leurs enfants récitent la Wazifa, incantation de Dieu tous les soirs dans cette belle bâtisse, érigée en plein cœur du plateau. Cette zawiya est le symbole des liens étroits entre la communauté Lébou et Seydi Hadji Malick Sy.
Béaï Dadja promet de revenir demain sur les endroits où Seydi El Hadji Malick Sy est passé durant son séjour à Dakar dans les années 1800. Cheikh Ibrahima Niass, plus connu sous le nom de Baye, était un guide religieux, un enseignant et un ambassadeur de l'islam. Il a parcouru 4 continents pour enseigner les préceptes de l'islam. Awandjay. Baye Barhama Abdullahi Niass, plus connu sous le nom de Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass, est né en 1900 à Taïba Niassène. Il s'est éteint en 1975 à Londres. L'une des figures tidjanes les plus illustres de l'islam a bâti une cité religieuse dans les années 1930. Une cité cosmopolite qui s'appelle Medina Baye à Kaolack. Fils d'un grand Moukhadam tidjane, El Hadji Abdullahi Niass, Baye a appris le Coran qu'il maîtrisa prématurément. L'exégèse, les hadiths n'ont pas de secret pour le cher, surnommé l'imam de la Faïda Tidjani. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale que Cheikh al-Islam s'est rendu pour la première fois à la Mecque, en 1937. Rappelons qu'il a effectué 37 pèlerinages au lieu saint de l'islam. Sa rencontre à la Mecque avec son premier disciple nigérian, l'émir de l'état de Kano, marque le début de l'ère de la Faïda, ou en arabe, la gloire de l'inondation. Je crois que les chefs d'État d'Afrique, toujours à leur réunion à l'Union africaine, disent l'Union africaine, mais par cette voie, je crois que l'Union africaine se fera et sans problème. L'appel spirituel de Cheikh Ibrahima Niass a marqué cette époque contemporaine. Baye Niass a eu un fabuleux itinéraire. Il compte plus de 60 millions de disciples tidjanes au Nigeria, preuve de sa dimension internationale. Le calife actuel de Baye est Cheikh Ahmed Tidjane Ibrahima Niass. Il compte construire la maison des hôtes, mais aussi organiser le mouvement Ansoradine conformément aux recommandations de Baye Niass. Reportage de Jules Diop. Dès la disparition de Baye Niass en 1975, Serigne Aliou Cissé occupe le khilafa conformément aux recommandations de Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass. Le secrétaire de Baye et l'un de ses premiers disciples va perpétuer l'œuvre de ce dernier durant 7 ans. Le père de feu Imam Hassan Cissé exécutera cette difficile mission jusqu'en 1982, date de sa mort. C'est dans la même année que le fils aîné de Baye Niass, El Hadji Abdoulaye Ibrahima Niass, prend le relais. Cet homme de Dieu de dimension exceptionnelle suit les pas de son père. Il avait une relation de complicité avec celui-ci, plus connu sous le nom de As. Il assura le khilafa et dirigea les prières de vendredi jusqu'en 2001. C'était toujours la continuité et la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux recommandations du Coran, comme Cheikh l'avait fait comme la base de son message. Puis Cheikh Ahmed Ibrahim Niass, plus connu sous le nom de Serigne Dame, cet homme de Dieu est à la tête de la communauté depuis 2002. Son règne coïncide avec l'inauguration de la grande mosquée de Medina Baye en février 2010. Aujourd'hui, Cheikh Ahmed Tidjane Ibrahim Niass est le calife de la famille. Il a pour entre autres mission de réorganiser le mouvement Ansaroudine créé par Baye Niass, mais aussi construire la maison des hôtes pour mettre les fidèles venant de tous les continents dans de bonnes conditions. Cette mission est une suite des actions de Baye qui avait adressé une correspondance en ce sens au Moukhadam. Je vous le rappelle, vous pourrez suivre juste après ce journal une importante déclaration du khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Il est lu par son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et excellente suite de programme sur la RTS. Au revoir.